On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoissants souvenirs, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. À la mort de sa grand-mère, Julien est venu s'installer avec sa mère dans l'appartement qu'elle occupait. Depuis cet emménagement, il ressent une présence bienveillante autour de lui, comme si quelqu'un le protégeait. Au fil du temps, il échappe à plusieurs reprises à de graves accidents, grâce à d'étranges visions et à ce qu'il appelle sa bonne étoile. Peu à peu, il comprend que pour découvrir ce qui lui arrive vraiment, il va devoir s'ouvrir à un monde qui lui fait peur. Cette histoire s'intitule « J'ai frôlé la mort ». Avant de vous laisser avec votre épisode, je voulais vous prévenir que pendant l'enregistrement de la voix de Julien, j'ai eu un problème technique qui fait que, vous l'entendrez, il y a comme une petite saturation. Alors je voulais m'en excuser d'avance. J'espère que ça n'impactera pas trop votre appréciation de son histoire. Merci de votre compréhension et bonne écoute. Je m'appelle Julien, j'ai 31 ans. J'habite dans l'est de la France, en Franche-Comté exactement. Je vivais avec mes parents jusqu'à l'âge de 10 ans avant qu'ils divorcent. Mon rapport avec le paranormal, j'ai toujours été un peu attiré par ça. Dans ma famille, la personne qui croit vraiment, mais vraiment dur comme fer, c'est ma mère. Elle croit en la puissance des pierres. Elle a une cousine kinésiologue qu'elle est très proche d'elle. Donc elles échangent beaucoup vis-à-vis de ça. Et justement, un peu plus tard dans mon histoire, j'en reviendrai parce que justement, elle en a parlé de ce qui m'est arrivé avec elle. On vivait dans une copropriété où vivait ma grand-mère. En fait, on vivait tous dans la même cage, en fait. Lors du décès de ma grand-mère, l'appartement, mon grand-père, il l'a gardé. Et nous, on a déménagé autre part. Et ma mère est revenue dans l'appartement de ma grand-mère. Et actuellement, elle vit dedans. Et elle vit des choses un peu bizarres de temps à autre. Alors moi, des expériences, j'en ai eu. Ça a commencé quand j'étais petit, dans la ferme de mon grand-père, qui date des débuts de 1900. J'ai jamais vraiment su la date exacte, même mon grand-père, il a jamais vraiment su. J'ai eu une grosse frayeur à un moment donné, je devais avoir peut-être 7-8 ans. Je dormais avec mon frère dans la chambre, et le matin, il se levait tout le temps avant moi. Et ce matin-là, j'entends piétiner derrière la porte. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une porte vitrée, donc on voit ce qu'il y a derrière. Et derrière, c'était un couloir très, très flippant. Comme ce qui se faisait beaucoup avant, des couloirs très étroits, très longs et puis très sombres, parce qu'il n'y a aucune fenêtre, mis à part les fenêtres des portes des chambres respectives. Et du coup, j'entends piétiner, mais vraiment fort, comme si c'était avec des bottes vraiment accentuées, comme si c'était fait exprès. Donc j'y prête pas trop attention, je me dis, c'est d'être mon frère, rend bien lui fasse, qu'il me fasse peur, c'est... Voilà. Je me dis, je vais pas lui prêter attention, comme ça, il va pas gagner, parce qu'on a toujours été un peu à chamailler avec mon frère. Je dis, je vais pas lui laisser céder ça, je vais pas le laisser gagner. Donc du coup, je me suis recouché, j'essaie de redormir. Ça continue de plus belle. À un moment donné, j'ai dit, je vais dire d'arrêter parce que c'était plus possible. Je me lève, j'ouvre la porte, je vois personne. Sauf que j'avais 7-8 ans, comme je disais, j'ai eu un peu peur, donc j'ai couru en bas pour retrouver mon grand-père. Et puis là, je vois mon grand-père et mon frère, en bas. Et puis je dis, Clément, arrête ça, c'est bon, c'est pas drôle. Puis mon grand-père, non, il était là toute la matinée depuis qu'il est levé, il était là, il prend le petit déjeuner. Mon grand-père, par contre, il croit pas du tout en tout ça, il est vraiment... ceux qui croient, ils sont fous à ce point-là, hein, c'est vraiment un cartésien pur et dur. Je savais déjà à l'époque qu'il y croyait pas,
Et ça m'a bien conforté dans l'idée qu'il y croyait pas quand je suis venu dire à mon frère d'arrêter. Et justement, c'est pour ça que j'en ai parlé après à côté avec mon frère et qu'il m'a bien reconfirmé que c'était pas lui, quoi. Mon grand-père, il a dit que c'était d'être le bois qui travaillait. Mais non, c'était pas le bois qui travaillait. Je sais ce que j'ai entendu. Un bruit de bottes sur du parquet, ça se reconnaît quand même. Et je me souviens, une fois, j'y suis allé tout seul. Parce qu'en fait, à chaque vacances, on allait chez mon grand-père pour les vacances, que ce soit la Toussaint, Pâques, la ferme, malgré le fait que la nuit, c'était assez pesant et puis que c'était quand même flippant. La journée, on adorait parce il y avait de l'espace, il y avait beaucoup d'activités à faire. C'était vraiment un terrain de jeu pour les enfants qui était appréciable. Et donc du coup, j'y allais tout le temps. Puis là, la fois où je suis allé tout seul, mon frère, il était, je crois, en voyage scolaire. Enfin, je sais plus ce qu'il avait, mais en gros, il pouvait pas venir. Et je m'en souviens toujours ce que m'a dit mon frère. Il m'a dit, je te respecte parce que même moi, j'aurais jamais été capable de dormir tout seul là-haut, sachant qu'il a 4 ans de plus que moi. Pour être tout à fait honnête, j'avais peur. Ouais, j'avais peut-être 9 ans là, à cette époque-là. Je faisais comme s'il y avait toute ma famille. Je disais bonne nuit maman, bonne nuit papa. J'essayais de me rassurer tant bien que mal comme je pouvais. C'était pas une partie de plaisir. Quelques années plus tard, j'habitais dans l'appartement de ma mère, donc je devais avoir 17-18 ans, quand on a raménagé dans l'appartement de ma grand-mère. Il y a une hortense, en fait, c'est une horloge comptoise. Donc en gros, c'est une horloge qui est en forme de colonne, en fait. C'est avec un pendule qu'on remonte pour marcher. Soit on remonte juste pour avoir l'heure, soit on remonte aussi la sonnerie. Donc les cloches qui sonnent, enfin le gong des heures et des demi-heures. Ma mère, elle a toujours gardé cette hortense parce que c'est très beau. Mais elle l'a jamais remontée parce que elle a toujours c'est vrai que c'est ennuyeux, ça fait du bruit, on l'entend depuis la rue, hein, pour dire à quel point c'est un bruit quand même assez fort. Sauf qu'il y a un jour, moi j'étais dans ma chambre en train de jouer à la console, il me semble, puis ma mère devait préparer à manger. Et puis d'un coup, en fait, on entend l'hortense sonner. Elle a sonné avec 2 coups. 2 coups, ça veut dire que c'est 2 heures. Sur le moment, j'ai pas trop tilté. En fait, je suis resté devant la télé et j'ai ma mère qui vient, puis elle me dit t'as entendu? Je fais en fait, j'ai réfléchi un peu, puis je me suis dit, tu parles de l'hortense là? Puis elle me dit oui. Puis en fait, on était décontenancés, on savait pas comment réagir et en fait, elle m'a demandé si je l'avais remonté, je lui ai demandé la même chose, puis en fait, on s'est dit non, on n'avait pas remonté la pendule. Et puis quand on est allé voir l'heure, moi je me souviens plus quelle heure il était dessus, mais je me souviens qu'elle tournait pas en fait. Et en fait, il y a un pendule qu'on voit qui se balance quand on est en état de fonctionnement. Et là, le balancier, il bougeait pas. Et à ce jour, on sait pas pourquoi elle a sonné, elle l'a jamais refait. J'ai travaillé de nuit, j'étais chauffeur-livreur quand je vivais chez ma mère. Et quand je rentrais, généralement, je rentrais aux alentours des 2h30. Et en fait, ce coup-là, j'étais rentré, je m'étais douché, puis j'étais allé me coucher, mais tout le temps de faire ça, il devait être 3h, 3h30. Je m'étais couché et là, j'ai entendu comme s'il y avait quelqu'un qui vidait le lave-vaisselle. Chez ma mère, en fait, la cuisine, c'est une cuisine équipée et le lave-vaisselle est derrière une porte, devant une façade. Donc du coup, qui fait que la porte du lave-vaisselle est cachée, puis ça fait tout uni. Cette porte-là, elle tient bien fermée, mais quand tu l'ouvres, en fait, elle tombe d'un coup sous son poids, en fait. Il y a pas, les freins, ils sont un peu usés. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai reconnu la porte de lave-vaisselle, parce que ça fait le bruit vraiment lourd de la porte de lave-vaisselle. Et j'ai entendu les rails se tirer et des bruits de couverts, en fait. Et moi, je me suis levé parce que je me suis dit, c'est peut-être ma mère qui arrive pas à dormir. Elle a peut-être fait une tisane, elle s'est levée pour mettre sa tasse au lave-vaisselle. Enfin, voilà, je me suis dit ça, mais je me suis dit, c'est quand même bizarre à cette heure-là. Je suis allé voir, puis bien entendu, je raconterai pas sinon, bien entendu, il y avait rien. La vaisselle était fermée, tout était éteint, ma mère dormait, et puis le lendemain matin, j'en ai parlé, elle m'a dit, non, j'ai pas entendu. Et en fait, à cette époque-là, où il y a eu tout ça, j'ai l'impression que ma grand-mère a toujours été là, en fait. Pour ma mère, pour moi. Moi, j'ai une très petite famille. Et ma grand-mère, elle a eu que 2 petits-enfants, donc mon frère et moi. Et on était ces
ces petits chouchous, ces petits... j'en ai des frissons rien que d'en parler. Ces petits enfants préférés, ces petits amours, quoi. Et je pense qu'elle a toujours cette mission de nous protéger. À cette époque-là, enfin surtout un peu plus tard, quand je suis parti de l'appartement, je sentais qu'il y avait quelqu'un qui était... Je sais pas comment expliquer, mais je sentais qu'il y avait une présence de temps en temps qui était proche de moi. Un peu qui observait. C'est bizarre comme ressenti d'expliquer, mais j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était vraiment assez éloigné de moi, mais qui était là pour veiller à ce que ça se passe bien, en fait. J'ai toujours eu cette impression-là. Le fait d'être retourné vivre chez elle a peut-être fait revenir, ou enfin, je sais pas du tout si c'est possible. C'est que depuis le moment où je suis retourné vivre chez elle où vraiment j'ai cette impression-là. Je m'en suis plus rendu compte après, une fois que j'ai déménagé, en fait. Dans l'appartement de ma grand-mère, j'ai vécu de 2012 à 2021. Quand j'ai déménagé de chez ma grand-mère, c'est pour vivre avec ma copine, enfin ma femme actuelle du coup maintenant. Et on a déménagé pas très loin de chez ma mère. Alors je faisais beaucoup de foot avant, un peu moins maintenant. J'expliquerai pourquoi après, j'en fais beaucoup moins maintenant. Quand j'y allais, je préparais mes affaires comme tout le monde et je partais faire mon match. Et ce jour-là, je sais pas pourquoi, 3 mois après notre aménagement, j'ai eu, je vais pas dire une vision, mais je me suis vu en fait, j'ai vu des pompiers et je me suis vu avoir mal et partir avec eux. D'un point, en fait, c'était tellement intense et tellement prenant que je me suis senti obligé de prendre tous mes papiers médicaux. Chose que je faisais pas avant, et à tort, parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Je pars, je vais faire du coup mon match. Pendant le match, j'étais gardien, pas mon poste de prédilection, mais j'avais pas le choix parce que c'est une hécatombe de blessures sur ce match, comme par hasard. Et en plus de ça, moi, sur un face-à-face avec en fait, il y avait un attaquant qui arrivait en face de moi, moi j'avance vers lui, et en fait je me plante le genou dans le sol, et j'entends un craquement, et là, quand j'entends ça, je comprends que je vais pas pouvoir me relever, je vais pas pouvoir marcher. Du coup, je reste au sol, il y a tous mes coéquipiers qui viennent, mon coach, il me dit comment ça va, je fais bon, ça fait mal, je vais essayer de me relever, puis ils me disaient tous non, reste au sol, on va appeler les pompiers. Et du coup, je pars avec les pompiers. J'ai eu, c'était rien de bien grave, j'ai juste une élongation au tendon rotulien. C'est très très douloureux, mais ça se remet bien. Après ça, j'ai pas forcément en fait fait le lien à ce que j'ai vu avant. J'ai pas prêté attention en fait. C'est plus après que je me suis rendu compte que c'était vraiment concret. Pendant 2 ans, j'ai rien eu du tout, mais vraiment rien du tout. Jusqu'en août 2023 où j'ai eu un accident de voiture. Rien de bien grave, en fait, j'ai percuté un sanglier. Ce qui était bizarre sur cet accident-là, c'est que j'ai rejoint ma femme. En fait, on fait l'éducation avec nos chiens et elle devait y aller toute seule. Sauf que je sais pas pourquoi je l'ai rejoint avec ma voiture, chose qui devait pas arriver. Et j'ai fait l'accident sur le retour. Pareil, c'est une route que d'habitude je n'emprunte pas parce que je prends une autre route qui est plus courte. Et là, je sais pas pourquoi j'ai pris cette route-là. Il y a beaucoup de choses qui auraient pas dû se passer comme ça, mais qui s'est passé quand même. C'est suite à cet accident de voiture où il y a eu beaucoup de choses qui se sont accélérées pour ma vie, mais pour notre vie de couple aussi. C'était vraiment toute fin août, ça doit être le 30 ou le 31 août. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est mariés le 7 octobre de la même année, donc en 2023, donc 2 mois après. Et en fait, pendant ces 2 mois-là, il y a trop grand-chose qui s'est passé. Enfin, on était dans les préparatifs, donc on n'a peut-être pas forcément fait attention. Il y a juste peut-être notre chienne qui aboyait peut-être un peu plus que la normale. C'est peut-être parce qu'on était stressés ou je sais pas. Mais on a 2 chiens. Une, c'est un chien de berger et l'autre, c'est un chien de canapé. Et suite à notre mariage, on s'est dit, est-ce que ma femme, elle a sa grand-mère qui a un appartement dans les Alpes? Et on s'était dit, après le mariage, on ira pas faire le voyage de noces, mais décompresser un petit coup là-bas. Le vendredi 13 octobre, donc il y a 2 ans jour pour jour, on fait une randonnée dans un endroit déjà qu'en fait j'ai voulu la faire déjà une première fois. On l'avait pas fini parce qu'il y avait eu un énorme orage et on avait dû faire demi-tour. Donc on avait fait demi-tour et puis là j'avais dit c'est l'occasion jamais, il fait beau, il fait pas trop chaud donc on va la faire. Sauf qu'en sortant de la voiture, j'ai eu un peu la même chose qu'avec le match de foot où je me vois partir avec les pompiers. Là, je me vois tomber dans un ravin. Je le vois clairement, mais
Dans ma tête, je me dis c'est bizarre, mais je me dis non, mais un peu comme l'accident de foot, je me dis ben non, c'est ton esprit qui te dit, tu sais que tu auras des gorges, tu sais que ça va être dangereux, donc tu te dis ben imagine si ça arrive. On pense toujours au pire et puis ça peut arriver, mais voilà, ça va pas arriver, ouais, on va faire la balade. Donc on fait la randonnée, donc on était bien entendu avec nos 2 chiens, notre chat et ma femme. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était période du coup octobre et c'était l'été 2023, c'était quand même assez sec. Et du coup, il y avait pas beaucoup d'eau pour les chiens pour qu'ils boivent. Il y avait 2-3 petits ruisseaux qui passaient par-ci par-là, donc ils s'arrêtaient boire un petit peu. Et arrivé à un moment donné, en fait, on arrivait dans un virage en fait en épingle et au bout de ce virage en épingle, t'avais un rocher qui faisait après plat et qui retombait de façon abrupte. En fait, ça faisait un petit escalier et après cet escalier-là, ça faisait les gorges et puis voilà. Et t'avais un ruisseau qui coulait à cet endroit-là. Donc mon chien, donc le plus gros, a décidé d'aller boire un petit coup parce que, il avait soif. Sauf qu'en allant boire, en revenant, il glisse en direction des gorges. Et puis moi, ni une ni deux, je réfléchis pas quoi. Je retire mon sac, je cours et je vais le récupérer. Sauf que je fais la même chose que lui. Je glisse et je fais une chute de 30 mètres dans les gorges. C'était une falaise sur le côté gauche, donc d'où venait le ruisseau. Après, ça faisait un espèce de toboggan de pierre qui était assez plat au début, puis qui allait de plus en plus abrupt. Et après, t'avais dans la gorge, du coup, un ruisseau. Et t'avais plusieurs cascades. Donc en fait, je suis arrivé, j'ai fait le toboggan, je me suis tapé la tête et le genou contre le rocher d'en face. Et puis après, j'ai fait 2 cascades. J'arrive à sortir de la tête de l'eau tant bien que mal, récupère mon chien qui allait retomber encore une autre fois. Sauf que celle-là, je pense qu'il y passait. Je voyais plus de l'œil gauche, que j'avais toute la partie gauche en sang. J'ai pas perdu connaissance. D'ailleurs, à l'hôpital, ils m'ont pas du tout cru. Ils m'ont demandé au moins 10 fois si j'avais pas perdu connaissance. J'ai eu de la chance aussi que c'était en sécheresse, parce que je pense que si c'était plein pot, je serais pas là aujourd'hui. Il y aurait eu le courant qui m'aurait emmené. Et il y avait du coup une petite vasque d'eau à peu près 30-40 cm de profond et dans laquelle j'ai pu mettre ma jambe parce qu'elle était quand même assez fraîche pour soulager la douleur. J'ai essayé de me relever, j'arrive à tenir. Bon, c'est grâce à l'adrénaline, mais je pouvais vraiment pas remonter parce que c'était trop raide. J'ai palpé mon chien pour voir s'il avait rien. Je me suis palpé moi aussi pour voir. Essayer de voir si j'avais pas déjà des ecchymoses, voir si je faisais pas une hémorragie interne. Je me sentais plutôt bien, j'avais pas de vomissement, j'avais rien, donc c'était plutôt bien. Ma femme a réussi tant bien que mal à m'entendre. La dernière image qu'elle a eue de moi, c'était moi qui me tapais la tête contre le rocher en bas, quoi. Du coup, elle savait pas si j'étais en vie, si le chien était en vie. Enfin, elle savait rien du tout, en fait. Parce que depuis le chemin, on voyait pas les gorges, la profondeur réelle, en fait. Il y avait un refuge un peu plus haut qui courait, puis c'est là que je me dis que j'ai quand même une bonne étoile dans un sens, c'est que le refuge, normalement, c'est la période, en fait, l'entre-deux où, il y a personne. Il y a du monde l'été parce que ça fait refuge, donc l'été, il y a du monde, et l'hiver, il y a aussi un peu de monde parce que je crois qu'ils faisaient bar ou restaurant. J'ai jamais pu y aller, du coup, là-haut, donc je peux pas dire exactement ce qu'ils font. Et là, ce jour-là, comme par hasard, ils étaient là. Donc, ils ont pu appeler avec leur téléphone satellite les secours. Je suis resté 1 heure au fond, le temps que les hélicoptères arrivent. Il m'a dit qu'ils avaient eu 4 appels le même jour pour la même chose et je suis le seul qui est encore en vie. Mon chien a rien eu, donc ça c'est bien. J'avais une mission, je l'ai réussi au détriment de ma vie, mais j'ai réussi. J'ai eu 9 points de suture sur le front, donc maintenant je ressemble un peu à Harry Potter. En gros, ma rotule s'est explosée en plein de morceaux. Ils ont fait une broche, en fait, un cerclage autour avec une petite étoile pour tout maintenir ensemble. Ils ont fait un peu un système D, ça s'est bien passé. Hein. Il a quand même mis, je crois, 2h15 à tout mettre. C'était un puzzle, il m'a dit. J'ai eu 2-3 séquelles encore. Hein. J'ai du mal à marcher, j'ai un peu mal aux genoux de façon quotidienne. Donc c'est pour ça que le foot, il est entre parenthèses pour le moment. C'est très compliqué parce que j'arrive à faire quand même du vélo, j'arrive à courir, mais sur des très courtes durées. Ce qui est incroyable, c'est que là, au jour on enregistre, ça fait 2 ans que j'ai eu mon accident, le 13 octobre 2023. C'est bizarre, hein. En plus, mon accident, il a eu lieu le vendredi 13. Hein. Je me suis fait engueuler par ma mère. Elle m'a remonté les bretelles comme jamais. Elle m'a dit non, mais quand tu vois ça, je comprends pas, t'aurais dû faire demi-tour direct, t'aurais pas dû y aller, t'es inconscient. Oui, elle m'a vraiment engueulé pour le coup. Suite à ça, du coup, j'ai été pendant 1 semaine à l'hôpital.
C'était quand même difficile comme période, hein. Franchement, j'ai ramassé mentalement, j'ai ramassé physiquement. Je suis rentré à la maison. En plus de ça, mes chiens, ils m'ont pas reconnu tout de suite parce que j'avais une autre odeur, que j'avais une démarche différente. Ça a été très dur pour moi de rentrer, de voir mes chiens m'aboyer comme si j'étais un inconnu. Après, quand il m'a reconnu, c'était un pot de colle. À croire qu'il a compris ce que j'avais fait, et puis je pense qu'il a dû comprendre parce qu'ils sont pas bêtes, hein, ils savent très bien. Et pendant cette période-là, en fait, je me suis rendu compte que ma chienne aboyait énormément, plus que la normale. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est une chienne berger. Donc, en fait, c'est un croisement border collie berger australien. Donc, ceux qui connaissent un peu en race de chiens savent que c'est des chiens qui défendent assez bien leur zone en aboyant. Et puis, ils sont toujours alertes. Par jour, elle peut aboyer 5-6 fois, pas plus. Mais là, elle aboyait vraiment beaucoup. Avant le mariage, ce que je disais, elle aboyait un peu plus, que je mettais sur le compte du stress, mais ça continuait après le mariage, et même quand j'étais là, il n'y avait pas forcément de source de stress. Elle aboyait, puis elle regardait toujours au même endroit. Dans mon salon, le canapé, il est perpendiculaire à la fenêtre. Et en fait, elle aboyait toujours sur le côté droit de la fenêtre. Que ce soit de jour ou de nuit, volet fermé, volet ouvert, elle aboyait toujours en regardant cet endroit-là. J'ai fait un rêve fin décembre. Ça devait être à peu près aux alentours du 26-27, c'était entre Noël et Nouvel An. J'ai rêvé qu'il y avait un chien qui coursait un chat, un chien assez clair et un chat noir. Et qu'il y a une voiture qui les percute les deux. Et en fait, le lendemain matin, je me réveille et je me souviens de ce rêve. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mes rêves, je m'en souviens quasiment jamais. Mais vraiment, quasiment jamais. Et là, je m'en souviens, c'était vraiment clair. Et c'était tellement clair que j'en ai parlé à ma femme. Je lui ai dit, en me levant, j'ai dit, écoute, j'ai rêvé de ça. J'ai dit, on va faire attention parce qu'au début, en fait, la couleur du chien, j'ai pas vraiment bien perçu. J'ai vu vraiment que c'était clair et notre chienne, elle est marron. Elle m'était dit, ça se trouve, c'était notre chienne qui coursait notre chat parce que notre chat, c'était un chat noir. Donc je lui ai dit, ça se trouve, c'est peut-être ça. Je suis pas allé chercher plus loin. Je me suis dit, on va faire attention et puis voilà. Le jour même, le soir, j'ai un ami qui nous dit que, en gros, il nous appelle et puis il nous dit, je viens de sortir de chez la veto. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ma chienne qui s'est fait taper par une voiture. Et sa chienne, c'est une husky. Bon, elle s'en est sortie, elle est pas morte, hein, elle s'en est sortie aujourd'hui. Je regarde ma femme. On se regarde, en fait, et on se dit, putain, ça continue, quoi. Et 2 semaines après, on se réveille, notre chat n'est pas chez nous. On se dit, putain, c'est bizarre. On ouvre la fenêtre, on l'appelle, elle répond pas, puis on entend un petit râle très lointain. Et on la voit, en fait, on a 2 portes chez nous, on a une porte d'entrée et une porte à l'arrière. On va à la porte d'arrière, on ouvre et on voit notre chatte avec la queue arrachée, la tête qui a doublé de volume. Donc ni une ni deux, on va à King Veto, on l'amène, on sait pas ce qui s'est passé, on s'est dit peut-être qu'elle s'est bagarrée, ou alors elle s'est coincée la queue quelque part en hauteur parce qu'elle avait bien monté sur les toits, puis ça a arraché sa queue, ça l'a lâché, puis elle est tombée la tête la première. Donc on l'amène à King Veto, on lui en parle, puis elle me dit non, c'est pas ça, ça c'est une voiture. Un arrachement de queue comme ça peut être qu'une voiture qui l'a fait. Donc ils ont retiré la queue et puis après elle allait très bien, elle continuait bien sa vie. Donc mon rêve, un chien assez clair et un chat noir, ma chatte était noire. C'était surtout à ce moment-là que je me suis rendu compte que fallait que j'y fasse attention en fait, fallait pas que je laisse passer ça puis que j'en prenne pas note. Je me dis si je fais à ce moment-là de ma vie ce genre de choses, c'est pas pour rien. Pour moi, il y a rien qui arrive au hasard. Courant janvier, c'était les premières fois où je ressortais, donc je marchais vraiment à mon rythme et puis des marches, on va dire assez courtes. On allait rejoindre des amis, puis on allait avec nos chiens, puis on s'est dit on va aller sortir un petit coup. Et nos chiens étaient détachés, et je les vois un peu tourner autour de nous. Et puis d'un coup, je dis à ma femme, rattache nos chiens, rattache-les, je vois un train. Elle me dit t'es sûr? Je fais oui. Et là, elle m'a dit, écoute, je vais t'écouter, pas de souci, je la rattache. Puis nos amis disent, pourquoi? Et toi, elle commence à se piquer, puis il ricane un peu. Je comprends que tu puisses pas comprendre. Hein. Et du coup, ils rattachent pas leur chienne. Et là, j'entends un klaxon de train. Et je me rends compte qu'en fait, il y a des rails en contre-haut à peut-être 100 mètres où étaient nos chiens. Mais bon, ils étaient pas non plus à côté, mais où il y avait nos chiens. J'ai entendu, peut-être 5 minutes après qu'elle les ait rattachés. J'ai entendu le klaxon du train et puis le train après passer comme ça, alors que j'avais aucune connaissance de rails à cet endroit-là.
Donc là, j'ai écouté. Est-ce que ça les a sauvés? Est-ce que je sais pas? Enfin, ça se trouve pas. Enfin, on saura jamais. Et heureusement. Et leur chienne n'a rien eu, parce qu'elle est restée à côté d'eux. Mais puis ils m'ont dit, t'as dû voir les rails en arrivant. Peut-être bien que j'ai vu les rails en passant, puis que je me suis dit, il y a peut-être des trains, puis peut-être que je me suis fait un cheminement comme ça, inconscient dans la tête, et puis que je me suis dit, faut faire attention, peut-être, ou peut-être pas, ou peut-être que il y a quelqu'un qui m'a dit, fais gaffe. Et puis après, peut-être quelques semaines après, c'est les premières balades que je fais tout seul. Ça, c'était fin janvier. J'étais au téléphone avec ma mère, je me souviens, et j'étais avec les chiens. C'était un samedi parce qu'il y avait la chasse. Je marche tranquillement. Et puis, en fait, pour expliquer, il y a un chemin. En fait, le chemin, il est en bordure de champ et en bordure de forêt. En gros, t'as le champ qui est à gauche du chemin et la forêt qui est à droite. Et ce chemin, quand tu vas au bout, tu rentres dans la forêt. En fait, c'est un chemin de débardage, en fait, pour aller chercher le bois. Et quand j'ai pris ce chemin, arrivé à peu près à la hauteur de l'entrée du bois, je vois mon chien, du coup, le mâle qui est tombé dans les gorges, je vois mon chien se faire tirer dessus par un chasseur. Et là, je dis à ma mère, je lui dis ce que j'ai ressenti, je lui dis, j'ai l'impression que Céd, il va se faire tirer dessus par un chasseur. Là, elle m'engueule à moitié, elle dit, non, même dis-moi pas ça, tu fais juste demi-tour et puis basta, Je dis, oui, mais les chiens, faut bien qu'ils se baladent. Elle fait, non, tu fais demi-tour. Je dis, ok, je fais demi-tour, puis je vais prendre un autre chemin un peu avant, du coup, de où je vais aller. Et à peine le temps de me retourner, j'entends des coups de fusil dans la direction où j'allais. Je disais, je rigole, mais c'est des rires de nerfs. C'était incroyable. Je sais même pas comment c'est sorti, parce que ça pop comme ça dans la tête. Je vois clairement la chose, en fait. Je vois clairement les choses. Je le vois encore plus clairement que mon accident dans les Alpes. Je contrôlais pas, mais je voyais la chose clairement. Et puis, quand j'ai dit à ma mère, en plus j'étais en haut-parleur, elle a entendu les coups de fusil. Elle m'a dit, tu vois, t'as bien fait. Je fais, oui, mais bon. Je pense que si j'avais pas été au téléphone avec elle, je pense que j'aurais pas fait demi-tour. Je pense que j'aurais fait attention, mais j'aurais pas fait demi-tour parce qu'en fait, quand c'est la période de chasse comme ça, moi, j'ai mon gilet fluo et puis les chiens, on leur met aussi un gilet fluo. Ça, c'était la dernière vision claire que j'ai eue. Et en fait, suite à ça, peut-être 2-3 semaines après, en fait, on a une connaissance qui fait du pendule. On lui avait demandé de faire une séance de pendule avec nous, pas par rapport à moi, en fait, rien à voir, hein, c'était par rapport à nos animaux, parce qu'en fait, on a eu une période après l'accident, on avait fait venir une kinésio pour les animaux, on avait fait venir une ostéo, pardon, et puis la séance de pendule pour en fait faire un peu un bilan des animaux, parce que c'était quand même une période intense pour nous et puis bien entendu pour eux. Puis pour notre chien qui est tombé dans les gorges, savoir s'il n'avait pas des douleurs qu'on ne savait pas ou des choses comme ça. Donc, faire la séance de pendule. Ça commence à parler de Cinca, donc de notre chienne. Et apparemment, c'est ressorti qu'elle était un peu anxieuse et un peu sur les nerfs, entre guillemets. Et là, à ce moment-là, moi, ça me fait tiquer. Puis je dis, c'est le moment jamais d'essayer. Je vais voir ce qui va ressortir. J'y vais et puis je dis, demande-lui si elle a peur de quelque chose ou de quelqu'un. Donc là, elle pose la question. Et ça dit oui, qu'elle a peur de quelque chose de quelqu'un. Puis j'ai dit, est-ce qu'elle a peur de quelqu'un d'invisible? Et ça dit oui aussi. Ouais, les frissons qui montent. Peut-être de rappeler ça, c'est... Du coup, on essaie de creuser, à savoir, est-ce que c'est une entité? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on me dit oui, puis c'est une femme. Sauf que la femme, ça dit qu'elle est bloquée à l'extérieur de la maison, elle peut pas rentrer. Et en fait, ce qui est un peu drôle, moi, ça me fait encore rire un peu aujourd'hui, c'est que la chienne avait peur d'elle, et elle avait peur de la chienne. Et on se dit, c'est peut-être pour ça qu'elle était bloquée à l'extérieur. Et ça explique pourquoi elle aboyait tout le temps à la fenêtre. Là, en fait, on a dit, on va creuser, on va savoir qui est cette personne, pourquoi elle est là, etc. Et en fait, c'est une personne qui s'est accrochée à moi le jour où j'ai eu mon accident de voiture, où j'ai tapé le sanglier. Et elle m'a dit, d'accord. Mais en fait, c'est pas le tout, parce qu'en fait, la personne, elle est morte dans un accident de voiture. Parce qu'on a fait notre enquête, on a voulu savoir qui c'était, on a voulu tout ça, donc on a creusé, on a su qui c'était, j'ai su son nom, son âge, où elle est décédée, dans quelles circonstances, etc., etc. Suite à ça, j'en ai parlé à ma mère, et ma mère en a parlé justement à sa cousine kinésiothérapeute, et elle lui a dit en fait qu'elle s'accrochait à moi parce que je lui ai pensé à son fils. Et que tout ce qui m'est arrivé entre guillemets en négatif, c'est à cause d'elle.
elle s'accrochait à moi, mais elle fait du mal inconsciemment. Alors j'ai pas bien compris, je sais pas pourquoi. Peut-être elle voulait de bonnes intentions, mais elle s'est peut-être pas accrochée à la bonne personne et du coup elle essayait de se montrer. Moi j'ai une autre théorie, c'est qu'elle s'accrochait à moi et que toutes les visions que j'ai eues, est-ce que c'est pas elle qui me dit attention, tu vas voir ça, je peux pas l'éviter, c'est de ma faute, mais je te fais le voir quand même. Parce que depuis le jour où elle est plus accrochée à moi, j'ai plus de vision. Pour m'en débarrasser, il y a eu plusieurs personnes qui l'ont fait. Alors la personne qui a fait la séance de pendule, elle m'a dit qu'elle n'était pas capable de le faire d'elle-même parce qu'elle n'était pas suffisamment armée pour le faire. Donc elle est allée voir une personne pour le faire. Et j'ai appelé ma mère pour lui en parler. Et puis elle m'a dit, moi je vais demander à ma cousine, du coup la kinésiothérapeute, est-ce qu'elle peut faire partir ou est-ce qu'elle a une connaissance pour la faire partir. Elle m'a dit, ce que tu peux faire toi en attendant, c'est de mettre des bougies sur le bord de ta fenêtre et lui demander de partir. Lui expliquer pourquoi et tu lui demandes de partir. Donc moi ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai raccroché avec ma mère, j'ai mis des bougies sur leur bord de fenêtre. Je lui ai demandé de partir, voilà, gentiment. Je lui ai dit, je sais qui vous êtes, donc je lui ai donné son nom. Je lui ai dit, je sais très certainement pourquoi vous êtes attaché à moi, mais je suis désolé, je suis pas armé pour subvenir à votre demande, à vos besoins, donc je vous demande de partir. Et une fois que j'ai fini ça, j'ai laissé la bougie, ma mère m'a dit de laisser la bougie s'éteindre d'elle-même. Donc il y a eu quoi, peut-être 1 heure après, ma mère m'appelle, me dit: «Ouais, c'est bon, elle est partie». Et bien effectivement, c'est après ça que je me suis rendu compte qu'elle était vraiment partie, parce que ma chienne n'aboyait plus et puis j'ai plus de vision depuis ce jour-là, jusqu'à fin août, début septembre de cette année. Là, c'était pas une vision. J'étais en train de conduire, j'ai écouté un de tes podcasts justement et j'ai entendu quelqu'un crier mon nom. Pas fort, mais crier, comme s'il y avait un mur de 3 mètres d'épais entre la personne qui crie et moi. La personne criait vraiment fort et en fait ça m'a tellement perturbé que je suis revenu en arrière sur le podcast pour voir s'il n'y avait pas un bruit qui s'apparentait. Donc bien entendu en faisant ça j'ai vraiment levé le pied, je suis passé de 80 à 60 et une fois que je me suis rendu compte que non il n'y avait rien dans le podcast, je vois un camion en face de moi arriver devant moi vraiment très très proche. J'ai eu le temps de mettre un coup de volant un peu sur la droite, d'être un peu sur le bas-côté et de reprendre après la route normalement. Mais je pense que si j'avais été à 80 km/h comme j'étais initialement, je pense que je me le prenais en pleine figure. Et suite à ça, j'ai appelé peut-être tout de suite après ma mère. Puis j'ai dit, t'as essayé de m'appeler? Puis elle fait, bah non, je suis au boulot, je sais pas si t'appeler. Je fais, non, pas avec le téléphone. Je lui ai dit, est-ce que t'as essayé de m'appeler? Après, elle a très bien compris ce que je voulais dire, parce que bon, vu qu'elle est quand même assez là-dedans, elle m'a dit, bah non. Non, j'ai pas essayé de t'appeler. Puis, je lui ai dit, je pense savoir qui c'est. Puis elle m'a dit, moi aussi. Ça revenait à ce que je disais au début, je pense que c'est ma grand-mère qui a essayé de me prévenir du danger. Et en fait, ce qui m'embête un peu dans cette histoire, que ce soit ma grand-mère qui soit encore attachée à moi, c'est que je me dis que si elle fait ça, c'est qu'elle est peut-être pas en paix encore, puis qu'elle est pas encore partie, puis que ça m'embête un peu qu'elle soit encore là, qu'elle ait pas trouvé entre guillemets la paix, le salut, d'être partie, puis d'être enfin libérée. Et après, je me dis aussi que c'est peut-être qu'elle est là, que ça lui fait du bien de veiller sur moi, enfin sur nous, parce que je pense qu'elle veille pas que sur moi aussi, je pense qu'elle veille aussi sur ma mère et mon frère. Je pense que si elle reste, c'est aussi peut-être qu'elle le veut aussi, enfin je sais pas. Après, je fais la démarche aussi parce que jusqu'à maintenant, j'étais pas prêt à avoir une réponse ou à l'entendre ou à la voir. Est-ce que c'est moi qui me convainc et qui veut absolument qu'elle soit encore présente près de moi? Ça, je sais pas. Parce que ma grand-mère, j'ai jamais pu lui dire au revoir. J'ai pas pu participer à son enterrement parce que j'étais malade. J'ai un sentiment de pas avoir fait les choses correctement. Ouais. Donc est-ce que peut-être qu'inconsciemment je veux me dire qu'elle est encore là pour me rassurer, pour me faire du bien, enfin je sais pas. Et voilà, donc je sais pas si c'est elle, je sais pas si j'ai un terrain favorable à ça et que le fait d'avoir été proche d'une personne, on va dire d'une entité, m'a fait développer un peu plus. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je veux aussi te faire mon témoignage. Peut-être qu'il y a des gens qui pourront peut-être répondre à mes questions, peut-être qu'il y a des gens qui vont peut-être ressentir, peut-être dans mes propos vont se dire bah non si lui il a quelque chose, alors non pas du tout.
C'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup affecté aussi, parce que bon, il y a quand même eu pas mal d'aspects négatifs qui ont été très durs à vivre, que ce soit physiquement et mentalement. Je sais qu'il faudrait peut-être que j'explore un peu plus les pistes. J'ai pas peur de grand chose, mais c'est vrai que vu que c'est un peu l'inconnu, tu sais pas, c'est pas palpable, je dirais pas que ça me fait peur, mais c'est difficile. Vous êtes maintenant arrivé au bout de cette histoire. Avant de partir, venez me dire ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur Instagram. Et n'oubliez pas, si vous aussi, vous avez le courage de vous plonger dans vos souvenirs les plus étranges, prenez contact avec moi, venez me raconter vos histoires, et vous ferez vous aussi partie de la Société de Minuit. Ce podcast a été imaginé, réalisé et monté par votre hôte, Tatiana Benamou. Il est mixé par Dimitri Benamou et la musique du générique a été composée par Jérémy Marlon.